Bon, ben, bonsoir. Alors, nous voici à la rencontre du troisième membre de la famille du règne de la planète, de l'ensemble de la planète, le règne animal. Alors, les deux dernières conférences, on a vu dans le premier temps le minéral, puis donc le végétal, et on a abordé le fait que chaque règne, c'est comme une grande forme, une grande vie, et derrière, il y a une conscience. Et dans cette conscience, ce n'est pas juste des corps, ce n'est pas juste des machines, c'est des êtres vivants derrière, avec une conscience, alors, pas forcément la même que la nôtre, ça c'est sûr, mais qui évolue, qui développe des qualités. Pour donner un petit exemple, on avait vu dans le règne minéral qu'il y avait la qualité de géométrie parfaite qui se développait, comme dans le diamant, de radiance aussi, radioactivité, et puis de densité. On a vu dans le règne végétal qu'il y avait la qualité de beauté, d'harmonie dans ce règne qui était absolument fabuleux, de croissance vers la lumière et d'attraction. Si ces qualités vous parlent, n'hésitez pas sur Internet, la conférence est téléchargeable gratuitement, ça vaut le coup, elle était sympa celle-là. Donc, continuons notre périple avec la rencontre donc, du règne animal. Et là aussi, donc, il va y avoir des qualités qui se développent au sein de cette conscience. Et particulièrement deux qualités, la qualité d'intelligence et la qualité de dévotion. Voyons voir un peu ce que c'est. Alors déjà, l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? On dit que c'est la faculté de concevoir des rapports entre les choses. Quelqu'un qui est intelligent, il arrive à concevoir des rapports entre plusieurs choses. Par exemple, en faisant des tests de QI, donc pour mesurer l'intelligence, on va vous demander de faire le rapport entre des groupes de mots, des groupes de lettres, des chiffres. Par exemple, si je vous dis janvier, février, mars, et vous avez le choix entre novembre, décembre et avril, qu'est-ce que vous choisissez? Avril. Bon, ben, ça veut dire que janvier, février, mars, avril, vous avez mis en juste rapport et donc vous êtes considéré comme intelligent pour les textes de QI. Après, il y a des difficultés, hein, ça va croissant et ça mesure l'intelligence. Bon, mais est-ce que c'est réservé, cette capacité à faire des rapports entre les choses, à l'humain? Eh bien non. Déjà, élargissons complètement le cadre, mais la vie. On appelle des fois la grande vie une. Remarquons combien elle a la capacité, elle aussi, de faire des rapports entre les choses, entre toutes les formes. Prenez que ce soit un système solaire, une galaxie, l'ensemble de l'univers, une planète, tous les organismes qu'il y a vivants qui à l'intérieur de la planète, que ce soit un humain, un minéral, un végétal, tous les atomes, toutes les molécules, toutes les fonctions à l'intérieur sont savamment organisées, mises en rapport les unes par rapport aux autres, et d'une manière parfaite. Ça fonctionne comme un système, il y en a qui ont appelé la grande horlogerie, tellement c'est minutieux comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est d'une manière remarquablement intelligente. Imaginez si ce n'était pas le cas, eh ben, rien que notre corps, ben, je ne sais pas si ce n'était pas mis d'une manière intelligente, j'aurais un orteil en plein milieu du front, par exemple. Vous auriez un foie qui se trimballe sur l'épaule. Bon, il y aurait plein d'incohérences complètement non intelligentes. Et la vie a une intelligence créatrice par rapport à ça, absolument gigantesque. Ça, c'est les rapports des formes entre les formes. Mais dans cette grande vie, on peut voir aussi qu'il y a la mise en rapport entre la conscience et la forme. D'ailleurs, c'est peut-être ce que Einstein a voulu dire quand il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Vous avez déjà entendu cette expression « Dieu ne joue pas au dé », il disait. Alors Dieu, ça peut être la grande vie. La grande vie une ne joue pas au dé. Sous-entendu, elle ne joue pas au hasard. C'est-à-dire qu'elle assemble les choses de manière parfaite, comme on vient de le voir, mais aussi entre la forme et la conscience. C'est comme si elle avait... Imaginons si elle faisait pas ça, en tout cas, si elle ajustait pas la forme et la conscience, eh ben, c'est comme si elle jouait par hasard, elle avait un grand saut de formes, des myriades de formes, telles qu'on connaît, et puis un saut de conscience, toutes les myriades de conscience. Et puis elle mélangeait ça, elle balance tout ça dans l'univers, et puis on se retrouve avec une forme et telle conscience. Imaginez-vous, avec l'état de conscience que vous avez actuellement, d'humain, vous vous retrouvez dans le corps d'un hippocampe.
ou d'un gravier, ou d'une étoile, mais on serait bien emmerdé, on serait bien embêté, excuse-moi, avec ça, avec la conscience qu'on a actuellement. Du coup, c'est remarquer combien la vie, elle adapte chaque forme à la conscience qui l'habite, parfaitement la conscience qui l'habite. Que ce soit pareil, une étoile de mer, que ce soit un gravier, que ce soit un système solaire, que ce soit toutes les formes de vie que vous puissiez imaginer, la conscience, elle est parfaitement adaptée aux besoins, aux nécessités de la conscience qui habite derrière la forme. Et petite parenthèse, quand la forme n'est plus adaptée à la conscience, il y a ce qu'on appelle la loi de désintégration, elle désintègre la forme pour en créer une autre. Parenthèse. Voilà. Donc c'est vrai que c'est remarquablement intelligent cette grande vie, une. Et qu'en est-il du règne animal, pour revenir à notre sujet? Ben, le règne animal, il suffit d'observer. Observons le règne animal et regardons combien c'est impressionnant parce que c'est le seul règne sur la planète qu'on trouve de partout. Vous ne verrez jamais une plante à 500 mètres sous terre. Vous ne verrez jamais un caillou faire de la lévitation dans l'air. Vous ne verrez jamais un homme faire de la brasse à 500 mètres sous les océans. Par contre, vous verrez des poissons dans l'air, sous terre, sous l'eau, dans la glace, près du feu. C'est le seul règne qui s'est adapté sur la planète à tous les milieux qui existent. Il y en a partout. Ça grouille de partout. Il s'est adapté aux températures, aux conditions climatiques. Il s'adapte du coup au milieu, que ce soit à l'eau. Tiens, d'un coup, je suis dans l'eau, j'ai besoin de nageoires, du coup, de branchies. Je suis dans l'air, ben, hop, on crée des ailes, des plumes. Voilà, les vers de terre, tout s'adapte complètement, parfaitement au milieu dans le règne végétal. C'est absolument impressionnant. Animal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve plus de 8 millions d'espèces animales sur la planète. 8 millions, alors que le végétal, on en trouve à peine 300 000. Donc, parce qu'il y en a vraiment partout du règne des animaux. Même, franchement, c'est assez impressionnant. Dans le pôle Nord, par exemple, un ours, eh ben, quand il fait vraiment trop froid et qu'il n'y a plus de nourriture, ben, qu'est-ce qu'il fait? Pas de problème, je m'adapte. J'ai une sorte d'intelligence comme ça, je m'adapte. Eh ben, je ralentis mon rythme cardiaque à 10 battements par minute, ma respiration à 4 respirations par minute. Et puis je dors pendant 6 mois, je me réveille 6 mois après et je mange. C'est impressionnant quand même. Donc il y a une adaptabilité, une intelligence, une mise en rapport des choses parfaite. Bon. Et ce qui est aussi remarquable dans ce règne, c'est que c'est on va dire, le premier règne qui acquiert la mobilité. C'est-à-dire que, comparé par exemple au végétal, on a vu qu'il y avait une certaine mobilité, mais très restreinte pour croître vers la lumière, mais quand elle est plantée à un endroit, elle ne peut pas se déplacer. Le minéral, n'en parlons pas. Par contre, l'animal, oui, c'est le seul règne à qui on a donné la mobilité. Et comme s'il avait un petit peu été détaché de la matrice, comme s'il y avait une sorte on lui avait dit, bah, débrouille-toi, comme un ado, voilà, débrouille-toi par toi-même. C'est toi qui vas devoir te débrouiller. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs tout un système nerveux plus ou moins complexe, les 5 sens, qui lui permettent aussi d'appréhender le monde, l'environnement, et puis de s'y adapter, de chercher des réponses possibles, des choix. C'est comme s'il avait des choix possibles. Il a plein d'options. Par exemple, est-ce que je me mets dans telle cachette ou dans telle autre? Est-ce que je choisis tel arbre pour faire mon nid? Est-ce que je mords? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je fuis? On sent qu'il a, contrairement aux autres règnes qui sont beaucoup plus prévisibles, en tout cas le minéral et le végétal, il y a une sorte il est déjà un peu moins prévisible quand même, puisqu'il a le choix de plein d'options possibles. Comme si son but, c'était d'expérimenter la vie dans toutes ses formes possibles. Et ouais, comme si voilà, il pouvait presque choisir grâce aussi à son système nerveux. Donc, et il le fait remarquablement parce qu'il doit expérimenter ces formes de vie, prendre des options et puis
enregistrer dans l'inconscient collectif les meilleures réponses, les plus intelligentes quelque part, et puis les reproduire si nécessaire. Bon. Et quelle est on va dire la différence, ou pas la différence, mais par rapport à l'intelligence, est-ce que c'est la même que l'intelligence humaine, finalement, cette intelligence animale? Là, on a vu l'intelligence de la vie une, l'intelligence de l'ensemble du règne, comme ça, d'une manière globale. Et par rapport à l'intelligence humaine, c'est vrai que l'humain, il a aussi une faculté de mettre en rapport les choses avec les autres, d'apporter aussi des réponses adaptées en fonction de l'environnement. Mais est-ce que c'est la même? Certains pensent que non. Pas du tout. C'est ce qu'on appelle le spécisme. Spécisme, c'est par rapport à l'espèce, et c'est dérivé du mot racisme ou sexisme, c'est-à-dire qu'il y a une barrière totale avec le règne animal. Non, non, les animaux, ils sont complètement différents de nous, c'est une barrière hermétique, pas du tout la même intelligence que nous. Un point, c'est tout, la question ne se pose même pas. Bon. D'autres pensent que oui, l'antispécisme, qui pensent que oui, non, les animaux, c'est même exactement pareil que nous, c'est la même intelligence. Bon, c'est deux réponses assez rapides, j'allais dire, et assez tranchées. Mais d'ailleurs, même des fois, nous, on est dans notre inconscient aussi collectif, on est un petit peu, des fois, conditionné par cet antispécisme, dans le sens où les animaux seraient comme nous. D'ailleurs, on a été nourris depuis le jeune âge aux contes, aux dessins animés, aux BD, où on fait parler les animaux, où on leur prête une intelligence, on leur prête notre intelligence humaine, on les fait parler comme nous. Maître Corbeau, sur son l'arbre perché, tenait dans son bec un fromage, Maître Renard. Et puis on fait parler comme ça, après, comme si c'était nous qui pensions de la même manière, avec les mêmes réflexions, voilà, avec une conscience de soi très nette. Donc on peut se dire, mais oui, ils fonctionnent comme nous, ils pensent comme nous, ils ont un peu, en tout cas pour certains animaux. Mais c'est pas si évident que ça, et souvent la vérité, elle se situe un petit peu entre les deux. Savoir, c'est vrai qu'il est important de leur reconnaître aux animaux une intelligence certaine intelligence, mais il est tout aussi important peut-être de voir la différence qu'il y a aussi avec l'humain, pour pouvoir mieux les connaître, ces animaux. Parce que qui dit mieux les connaître, à partir de là, on pourra mieux relationner avec eux. Et pour, du coup, mieux les connaître, j'en ai parlé dans d'autres conférences, il est hyper important de resituer toujours dans un cadre plus général le sujet d'observation. Exactement, si vous voulez connaître le foie ou n'importe quel organe, l'estomac, eh bien vous êtes obligé de le resituer dans l'ensemble de l'organisme pour le comprendre vraiment, sa fonction, sa nature, à quoi il sert. Si vous l'observez seul, il va vous manquer plein d'éléments. Et souvent, il nous manque cette vision qu'on appelle, qu'on avait développée dans les autres conférences, dans la première notamment, cette vision du cœur. Parce que le cœur, il avait une des caractéristiques, c'était de pouvoir resituer chaque individu, chaque parcelle, chaque unité au sein du tout, au sein d'un organisme. Ça, c'est la faculté du cœur. Donc, d'élargir comme ça et de resituer, pour justement connaître en profondeur chaque chose. Ben, faisons-le avec le règne animal, et resituons-le dans un cadre plus général, qui est justement ce qu'on appelle la famille planétaire. Alors, on vous a fait un joli petit schéma. Donc, un grand cercle qui symbolise la planète, et puis à l'intérieur, 5 cercles, donc qui posés les uns sur les autres, je parle, ça c'est pour l'enregistrement, pour ceux qui écoutent, posés les uns sur les autres, et qui s'entremêlent, et qui symbolisent le plus bas le minéral, en dessus le végétal, animal, humain, supra-humain, le règne de l'âme, et puis donc tous au sein de la famille planétaire. Donc la famille planétaire, ça veut dire, il faut bien resituer, c'est justement comme dans une famille, finalement, c'est l'importance de considérer chaque être qui est à l'intérieur de cette famille
comme des êtres sensibles, des êtres avec une certaine conscience, donc dignes de respect, dignes de considération fondamentale, mais, comme on l'avait vu dans les dernières conférences, avec des niveaux d'évolution différents. Et on avait pris l'ensemble comme s'ils étaient tous dans une même école, mais dans des classes différentes. Il y en a qui étaient en 5e, en 6e, en 3e, donc pas avec le même niveau d'apprentissage, le même développement de conscience. Ce qui n'empêche pas d'avoir une considération et d'être de cœur avec l'ensemble des membres de la famille. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Donc, on voit, si on prend l'animal, eh bien, qu'il est très proche de l'humain. Beaucoup plus proche de l'humain que, par exemple, du règne de l'âme ou du règne minéral. Donc, ce qui peut expliquer une certaine, des fois, confusion quand on veut comprendre ce règne et différencier ou voir par rapport à l'animal, ben, il y a des choses qui vont peut-être s'interpénétrer, des choses qui vont... voilà, c'est peut-être pas forcément aussi simple. On avait dit aussi que les règnes évoluaient comme ça vers le haut et tendaient et l'un vers l'autre. C'est ce qu'on voit par ces cercles qui s'interpénètrent. On voit que le végétal, quelque part, tend vers... le minéral tend vers le végétal tend vers l'animal, et l'animal tend vers l'humain, et l'humain tend vers le règne de l'âme. Ça, c'est ce qu'on avait développé avec les 8 dans les dernières conférences. Donc, voilà, ils tendent vers l'autre, et du coup, ça veut dire que, eh ben, il risque d'avoir différents types d'animaux. Pour notre question par rapport à l'intelligence animale va aussi évoluer en fonction des différents types d'animaux qu'on trouve au sein du même règne. Et on peut donc classifier et imaginer qu'il y a des animaux qui se trouvent ici, dans un peu l'intermédiaire, c'est-à-dire qui sortent du règne végétal, qui sortent de la classe du 6e pour passer par exemple en 5e, qui sortent de la conscience du règne végétal pour rentrer dans la conscience animale. Donc on pourrait dire des animaux qui sont mi-végétal, mi-animal. De quoi tu me parles? C'est quoi ces histoires? Des sphinx? Non, on n'a pas les sphinx, mais il n'y a pas de... C'est quoi? Eh bien, c'est intéressant, il y a des espèces, les scientifiques ont trouvé, par exemple les coraux. Les coraux, on ne sait pas trop, ils ne savent pas déterminer si c'est plus une espèce végétale ou une espèce animale. C'est peut-être des consciences qui sont en train de passer. C'est sur des générations, hein, c'est sur des temps beaucoup plus très, très longs. Il y a aussi un autre organisme vivant qu'on appelle le blob. Blob, c'est bizarre. D'ailleurs, ce n'est pas bien encore formé comme mot, comme si c'était aussi encore entre quelque chose. C'est aussi un organisme qui se comporte à la fois comme un gélatineux, avec un système nerveux très simple, et qui se comporte à la fois comme les végétaux, mais à la fois aussi comme les animaux. Du coup, ils ne savent pas le classer dans la catégorie de l'un ou de l'autre. Bon, et puis, il y a peut-être d'autres espèces qu'on ne connaît pas, parce que dans les 8 millions d'espèces, on ne connaît que... je crois même pas la moitié des espèces animales. Je ne me rappelle plus le chiffre exact. Mais c'est absolument impressionnant qu'il y a plein d'autres espèces qui font cette transition. Et puis, on peut imaginer une deuxième catégorie en dessus, des animaux un peu plus développés, qui sont de l'ordre des insectes, des vers, tous ces petits comme ça animaux qui grouillent de partout. Voilà. Et en 3, en dessus, on pourrait imaginer tous les animaux sauvages. Et puis, plus ça avance, plus ça se rapproche du règne humain. Qu'est-ce que ça serait comme animaux? Domestique. Oui, les animaux domestiques. Et on pourrait même faire une petite classification encore en dessus, un 5e. Est-ce que vous imaginez? Les chimpanzés, les singes, les dauphins. Non. On pourrait dire, alors bon, c'est pas si facile, c'est une petite domestique, mais on va dire les animaux de compagnie, qui sont encore plus proches de la sphère
Mais bon, des fois, quand on dit domestique, on entend intérieurement aussi les animaux de compagnie. Mais je le note quand même. Donc il y a forcément aussi une évolution comme ça, il y a forcément aussi une évolution sûrement de l'intelligence animale. Donc ce qui doit nous permettre de nuancer nos propos quand on essaie de définir l'intelligence aussi animale, parce qu'il faut la contextualiser, il faut la nuancer en fonction de est-ce que c'est les animaux, l'espèce générale, on parle d'intelligence de l'espèce générale, ou des animaux qui sont plus proches de l'humain, peut-être que ça va modifier un petit peu ça. Donc, nuançons, donc ça doit nous permettre justement de répondre un peu plus à cette question. Et d'ailleurs, si on prend l'espèce animale scientifiquement, on sait qu'ils fonctionnent d'une manière, eux, leur intelligence, c'est une manière très réflexe de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils font des rapports, que je vous disais, entre les choses, la meilleure situation, mais ça ne passe pas par le cerveau, ça ne passe pas par une réflexion cognitive, de pensée, de réflexion. Ça passe par ce qu'on appelle un arc réflexe, c'est-à-dire que ça passe directement dans la moelle épinière, et puis ça revient, et du coup, on s'adapte comme ça, puis c'est mémorisé dans l'inconscient collectif, et puis, comme je vous disais, ça ressort quand il y a besoin. Et puis, de temps en temps, ils expérimentent comme ça, sur le coup, en fait, sans vraiment réflexion, une autre possibilité. Et puis, ils voient si c'est plus intelligent, si ça leur permet d'avoir plus de nourriture ou autre. Et puis voilà. Ça se fait comme ça, très sans réflexion, comme ça, de manière réflexe. Mais c'est quand même une sorte d'intelligence instinctive, on pourrait dire. D'ailleurs, vous allez dire, mais oui, mais tu parles des animaux là, mais nous aussi, on a quelque part cette intelligence instinctive. Quand, je sais pas moi, quand tu es en train de faire de la grimpe, l'escalade, et puis d'un coup tu vas presque tomber, tu te rattrapes instinctivement, tu n'es pas là. Alors je suis en train de tomber, je risque quand même de me faire mal, donc il faudrait peut-être que j'étende mon bras pour aller attraper. Non, c'est un réflexe de survie. Et puis, ou quand ton enfant il est prêt à tomber quelque part, d'un coup tu réfléchis pas, tu sautes dans l'eau, tu prends un réflexe comme ça aussi de survie, de protection qui se manifeste. Donc ça passe pas par le processus du cerveau, par un processus mental et cognitif. Et oui, parce que, petite parenthèse, en fait, nous, on y reviendra dans la conférence d'après, mais on a aussi un corps animal. On est une âme divine dans un corps animal. Donc, on a aussi ces capacités ou ces qualités animales. D'autant plus que, on peut aussi le voir sur le schéma, chaque règne, pour se construit sur la base du règne qui le précède, qui était avant lui. C'est-à-dire que même par rapport aux qualités, on avait vu que le minéral, il développait aussi la densité, et il servait de base à tous les autres règnes, de squelette à tous les autres règnes, avec les minéraux qu'on a partout, que ce soit dans le minéral, voilà. Et puis, de cette base-là, le végétal développe la sensibilité qu'on avait vue. De cette sensibilité, ensuite, les animaux le poussent encore plus loin et vont développer cette intelligence justement instinctive dont on a parlé, avec un système nerveux beaucoup plus complexe que les végétaux. Et puis les humains qu'on est s'appuient sur ce corps animal, sur ce règne animal, pour développer peut-être une intelligence plus cognitive, plus mentale. Et peut-être qu'après, on va développer aussi un autre, on verra aussi, qu'on appelle l'intuition. Mais voilà, on s'appuie aussi sur chacun des règnes pour continuer l'évolution. Donc, je vous parlais de l'animal, cette conscience instinctive. Donc, mais par rapport à l'humain, donc l'humain, ok, il a aussi cette notion instinctive, mais il a aussi un autre type d'intelligence. Je vous disais, un côté cognitif, un côté, il a une conscience de soi, conscience de ce qu'il pense, de ce qu'il peut penser, conscience des réponses qu'il peut apporter. Et puis en plus, il peut faire le rapport entre la cause et l'effet. C'est-à-dire à tel effet, telle cause. Donc c'est une intelligence, les rapports comme ça entre des choses autres que l'animal fait. Par exemple, pour vous dire, vous prenez votre trajet tous les jours le même pour aller au travail ou ailleurs, et puis vous avez les travaux. Donc qu'est-ce que vous faites? Soit instinctivement, vous rentrez dedans, vous n'avez pas vu, non, c'est peut-être pas le bon choix, vous tournez à gauche, mais vous avez aussi la capacité de dire, mais tiens, il y a des travaux. Pourquoi il y a des travaux? Donc de l'effet, on remonte à la cause.
Ah, il y a des travaux parce que il y a des gens qui veulent habiter là. Première cause, mais on peut remonter plus loin. Il y a des travaux parce que, ah oui, parce que dans notre société, dans notre village, on a beaucoup d'argent, donc ça construit de partout. Et là, du coup aussi, on peut remonter plus loin. C'est une société de consommation, donc ça construit. On peut remonter comme ça de l'effet à des causes de plus en plus subtiles, cognitives. Le fonctionnement de chaque chose. Ce que l'animal ne fait pas. Par exemple, pour reprendre, souvent on fait des expériences scientifiques avec des rats dans des labyrinthes. Donc pareil, on leur bloque comme ça, comme si on mettait des travaux, puis eux, ils ont aussi une certaine intelligence. Ils passent ailleurs, ils expérimentent un autre choix. Et puis s'il y a un autre problème, hop, et on dit, mais ils sont sacrément intelligents, parce qu'ils arrivent quand même, ils ne restent pas comme ça, plantés devant le barrage. Mais ils ne se posent pas la question de trouver la cause. Mais en disant, mais c'est qui ces gens-là, ces blues, est-ce que je les connais? C'est des scientifiques, mais ils ont quoi dans la tête? Pourquoi ils nous font ça? Il n'y a pas ce processus mental cognitif. Ou quand il voit un avion, par exemple, un animal, un autre chat qui voit un avion passer, d'un coup, il tourne la tête comme ça, donc il est quand même sensible à ce qui se passe, mais il ne va pas se poser la question de dire, mais cet avion, c'est un Boeing ou c'est un Airbus qui l'a construit? Puis ils vont où les gens qui vont à l'intérieur là? Ils vont plutôt en vacances ou plutôt au travail? Nous, on peut se poser ce genre de questions, mais pas du tout l'animal. Donc il y a aussi, il y a à la fois une certaine intelligence qu'on a en commun, puis il y a à la fois aussi une intelligence qui est très différente entre les deux. Donc ça, c'est important de bien connaître cette différence-là. Et pourtant, c'est là qui est intéressant, c'est que il ne va pas se contenter, le règne animal, de rester dans son petite intelligence instinctive, réflexe. Et c'est grâce, il y a une force, j'allais dire, en lui, il y a une énergie en lui qui va pousser, qu'on pourrait appeler l'âme animale, ou les qualités en lui, justement, c'est une nouvelle qualité qui va pousser, qui va l'aider à surpasser cette intelligence instinctive, à aller plus loin dans cette intelligence-là, à aller un pas de plus. Parce que toute chose évolue dans la vie sous la poussée de l'âme en général. Et cette qualité, c'est la qualité de dévotion. C'est-à-dire que la dévotion, c'est se dévouer à quelque chose ou à quelqu'un, ou c'est se vouer à quelque chose ou à quelqu'un fortement. Et c'est très relié au sens de l'odorat, dont les animaux sont très bien dotés à ce niveau-là. Donc, qu'on appelle le flair chez l'animal. Et en fait, pourquoi? Parce que le flair, ça leur permet de sentir des odeurs, c'est-à-dire reconnaître les phéromones, par exemple, d'un partenaire potentiel, les odeurs de leur partenaire, les odeurs de nourriture. Un ours, par exemple, peut sentir un morceau de viande à 30 km. Un requin, une goutte de sang au milieu de l'océan, pareil, à des kilomètres par l'odeur. Le chien, n'en parlons pas. Et donc, il permet aussi l'odeur de ses congénères, donc, qui leur permet de reconnaître bien aussi sa famille. Et puis d'ailleurs les sangliers reconnaissent très bien l'odeur de leur propre groupe. Même des cousins, il y a une odeur particulière. Par contre, ils reconnaissent aussi l'odeur de sangliers étrangers. Et quand ils se rencontrent comme ça fortuitement, ils n'ont pas le même comportement, ils sont moins complaisants avec des odeurs étrangères quelque part. Donc ils ont un sens comme ça de l'odorat très, très poussé. Et cet odorat, il va leur permettre de rentrer en contact. C'est comme si ça leur permettait de discerner ce qui était bon pour eux ou ce qui n'était pas bon, ce qui était des leurs ou pas, ce qui était important pour eux ou pas. Et de s'y donner complètement, de s'y vouer complètement, de fusionner comme avec la nourriture, comme avec le partenaire, comme avec les gens de leur groupe. Donc de se vouer à leur espèce pour la protection. Grâce à l'odorat, le flair se transforme comme ça, une sorte de dévotion à quelque chose. En fait, ils se dévouent à ce qui flaire être bon pour eux. D'ailleurs, toute leur vie est dévouée à quoi? Recherche de nourriture, qu'ils ont flairé comme bon, recherche de partenaires sexuels, qu'ils ont flairé comme bon, et recherche de protection de leur groupe, qu'ils ont flairé comme étant des leurs. Donc, ils dévouent complètement toute leur vie et leur énergie à cela. Donc, ça, c'est l'ensemble des animaux. Mais regardez combien, finalement, est-ce que les animaux domestiques ou de compagnie dévouent toute leur vie à ça? Pas seulement. Ils dévouent aussi leur vie à qui? À leur maître bien-aimé, à leur maître chéri.
et puis aux activités aussi, pour les animaux domestiques, que leur maître leur a proposé, ou imposé, ça dépend. Mais il y a une dévotion des animaux domestiques et de compagnie par rapport à leur maître qui est absolument énorme. L'emblème de cela, c'est le chien. Si vous avez un chien, vous ne pouvez pas douter de ce que je vous dis. Pour les autres, prenez-le comme hypothèse et observez. Mais ceux qui ont un chien, c'est absolument impressionnant. T'as beau l'engueuler ou des fois, mais il revient 5 minutes après, et puis mon maître chéri, oui, je suis prêt à être là, je ne te quitte pas d'une semelle, et je suis prêt à écouter tes ordres ou tes conseils. Un chat, c'est un peu différent. Hein. Il faut un peu plus de temps, un peu plus hautain, un peu plus condescendant. Il passe comme ça, et puis bon, il revient quand même, mais il faut un petit moment avant qu'il ronronne sur tes genoux. Mais voilà, il y a quand même une dévotion très forte. J'entendais l'autre jour un gars qui parlait de ses chevaux, c'est un bûcheron qui, dans une forêt protégée d'Allemagne, en fait, se sert de ses chevaux pour sortir les troncs d'arbres, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir des machines pour protéger la forêt. Et bien, c'est un travail qui est très fatigant, hein, c'est des heures de travail, et il expliquait que pour ménager ses chevaux, il leur ménageait des temps de repos. Mais il constatait que les chevaux étaient tellement dévoués à leur tâche, et ils avaient tellement envie de bien faire, qu'ils n'avaient pas envie de prendre de repos. Il fallait les forcer. Ils grattaient du sabot, ils ne voulaient pas, ils revenaient. Donc il était obligé, pour leur bien-être, hein, pour les protéger, de leur imposer ça. Mais ça, on voyait combien ces animaux-là étaient dévoués à leur tâche, à ce que leur maître leur avait proposé de faire. Et ça, on en trouve des exemples avec des vaches. Si on écoute certains paysans, c'est aussi impressionnant. Avec des éléphants, avec des chats, des chiens, des chevaux, avec plein d'autres animaux domestiques, on retrouve cette dévotion à l'humain. Mais pourquoi cette dévotion à l'humain? C'est quand même assez impressionnant. Et comme s'ils avaient, malgré toutes les maltraitances qu'il y a quand même aussi entre l'homme et l'animal, il y a quand même cette attraction, parce que la dévotion attire vers quelqu'un, ça amène le contact, comme avec la nourriture, le partenaire, mais ils sont toujours là, ces animaux, avec les hommes, malgré tout ce qu'ils peuvent des fois subir. Pourquoi il y a cette dévotion? Eh bien, parce que ils ont flairé qu'il y avait quelque chose d'important à être au contact de l'homme. Ils ont flairé que, justement, c'était peut-être le règne supérieur à eux et qu'ils avaient peut-être quelque chose à apprendre aussi de ce règne. Et qu'à leur contact, ils allaient pouvoir développer quelque chose qui leur permettait de grandir. Et ce quelque chose, c'est justement la stimulation intellectuelle que l'humain va pouvoir apporter à l'animal. Un côté lumière, on appelle souvent le mental, un côté lumineux, dont l'instinct est un embryon, comme je vous disais, d'intelligence, hein, qui commence à se développer. Mais au contact de l'humain, qui a déjà la conscience de soi, qui développe l'intelligence cognitive à un degré supérieur que l'animal, eh ben, à son contact, ça stimule en lui le potentiel mental et la conscience d'eux-mêmes. Donc, ça, c'est pour ça que le règne animal, justement, est en dévotion et cherche le contact avec l'humain, et le cherchera de plus en plus, on va y revenir. Ce qui nous amène quand même à se questionner sur la relation entre l'animal et l'humain, puisqu'il cherche comme ça le contact. Donc c'est qu'il y a une demande, un besoin, puis il est là, on ne vit pas séparé de l'animal, on est avec. Il y a donc une notion de relation à se questionner. C'est quoi la relation entre l'humain et l'animal? Quelle relation? Remontons à fort longtemps la relation qu'il y avait entre l'homme et l'animal. Au tout départ, on a du mal à s'imaginer, mais la relation, elle était purement physique. C'est-à-dire que c'était une relation de prédateur à proie. Les humains avaient besoin de manger, donc ils chassaient. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a très fort longtemps, les humains, ils étaient tout fragiles et tout faibles. Ils n'avaient pas encore inventé le feu, ils n'avaient pas encore inventé les armes à feu, ils n'avaient pas encore inventé des protections, ils n'avaient pas inventé plein de choses. Ils avaient une faible intelligence, mais du coup, ils n'étaient pas dotés des puissances naturelles qu'avaient les animaux qui étaient énormes à l'époque. Ce n'est pas les petits sangliers qu'on trouve dans la nature. Si vous reprenez un petit peu vos livres d'histoire ou de paléontologie, les animaux, ils étaient gigantesques. Le lion actuel qu'on trouve c'était un petit chaton à côté des animaux qu'on trouvait avant. Et qui avait faim aussi, qui chassait. Et quand ils trouvaient des groupes d'humains,
je vous laisse imaginer le massacre qu'ils faisaient. Les animaux dans ce rapport de proie à prédateur, c'était eux qui chassaient les humains, et qui pendant des générations et des générations ont complètement anéanti des groupes entiers, ont dévasté des parties de l'humanité absolument énormes. On ne s'imagine pas ça. Pour vous imaginer, imaginez actuellement un gros chat de gouttière affamé et qui trouve un petit nid rempli d'oisillons. Il fait un carnage. Ben, c'est ce qui se passait avant dans le rapport animal-homme. Et c'est pour ça que c'est une des causes, en tout cas, de la relation inverse qu'il y a actuellement dans l'humanité par rapport aux animaux, comme ce qu'on appelle une dette karmique entre espèces. Avec la cruauté qu'on trouve des hommes envers les animaux, hein, dans les centres d'abattage ou autres, ou la chasse ou des trucs très, très cruels, c'est un peu ces dettes karmiques, ces relations anciennes qui sont en train de se rééquilibrer quelque part. Je ne dis pas ça pour légitimer ce genre de pratique, entendez-moi bien. C'est juste pour amener un peu plus, des fois, peut-être d'autres lumières sur ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a une difficulté à trouver de vraies relations justes avec le monde animal. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut mettre toute l'énergie nécessaire pour la trouver, cette juste relation. C'est la même difficulté que deux personnes qui se retrouvent dans la même famille, qui ont du mal en tout cas, qui ne pouvaient pas se voir la vie d'avant, qui se sont entretués, et qui se retrouvent là, et qui s'étonnent que ça soit difficile, la relation. J'ai beau mettre toute ma bonne volonté, j'y essaye, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et comparé à mon autre frère où ça va nickel et tout ça, ben oui, parce qu'il y a tout un passif, il y a des vies avant. Et il faut affirmer puissamment la bonne volonté pour réinverser le processus et enclencher de nouvelles relations. Et bien c'est pareil, il va falloir aussi affirmer puissamment la bonne volonté et le cœur pour amener des relations nouvelles avec le règne animal. Bon, ça c'est ce qui s'est passé au tout départ. Et puis, ça a évolué, c'est pas resté sur cette relation. Ensuite, il y a eu une relation plus émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des animaux sauvages qui ont été soignés, qui ont été domptés, domestiqués. Je vous conseille à ce niveau-là de regarder le film dessin animé Alpha, qui nous raconte très bien ce processus, combien les premiers hommes comme ça ont soigné, adopté, et comment ça s'est passé, cette transition entre l'animal sauvage et domestique. Et on voit bien comme ça que tout doucement, il y a eu la domestication, en tout cas les animaux sauvages ont commencé, grâce au rapport un peu émotionnel, à rentrer dans la sphère intime de l'humain. À partir de là, la peur que l'homme avait par rapport aux animaux s'est tout doucement, progressivement écartée, éloignée. Et puis, ça a grandi le nombre d'animaux domestiques. Ça, c'était la relation émotionnelle qui a permis un petit peu cela. Actuellement, on a encore beaucoup de relations, soit physiques, on y reviendra, soit émotionnelles, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ont évolué, mais qui restent quand même sur ces niveaux-là. Alors que la relation, elle doit continuer son évolution. La physique, c'était au départ émotionnel, et après, normalement, il y a une relation beaucoup plus mentale, intelligente, qui doit se nouer avec l'animal. Comme je vous disais, c'est cette relation mentale avec l'animal qui, justement, grâce aux animaux domestiques et de compagnie, pour stimuler justement l'intelligence consciente d'elle-même et ce qu'on appelle l'individualisation, pour que les animaux commencent à être conscients aussi d'eux-mêmes grâce à ce contact, à cette stimulation. Il y a déjà des animaux domestiques, hein, il y a les tests de miroir, les dauphins, les chevaux, les chats, les chiens, les éléphants, les cochons aussi, ont conscience d'eux-mêmes, commencent à avoir une conscience d'eux-mêmes, à force du contact avec l'humain. Mais ça doit aller à des niveaux beaucoup plus élevés, grâce à l'éducation, grâce à une activité mentale, à planifier avec des règles, avec un objectif ordonné, avec aussi l'utilisation de la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est celle qui, on dit que c'est l'organe d'expression de la pensée, notre parole. Du coup, elle va stimuler aussi le cerveau, le centre du cerveau chez l'animal. Plus on leur parle,
plus on leur donne des règles, on leur dit des choses, on les considère. Donc il y a toute une... ça leur permet justement de développer aussi cette lumière qui amène la conscience de soi. Intéressant parce que, je dis le cerveau, ça stimule le cerveau parce qu'il est très peu actif, le centre du cerveau. Vous avez parlé des chakras. Je dis, on a 7 chakras et les animaux ont aussi 7 chakras. C'est des centres énergétiques. Je ne vais pas tout refaire, mais très rapidement. Mais par contre, eux, c'est surtout les 4 chakras du bas qui sont actifs. C'est-à-dire que les chakras du cerveau, de la tête, sont très peu actifs. Et l'activité, la conscience qui va avec, mentale, du coup, est très peu active. Eux, c'est beaucoup plus le plexus solaire qui synthétise et qui donne cette action réflexe dont je vous parlais, sans passer par le côté cognitif. Ça passe directement par la moelle épinière et ça revient et il y a l'action. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce plexus qui joue le rôle de cerveau, du coup, pour l'animal. C'est intéressant parce que chez les humains, on a trouvé aussi, nous aussi on a un corps animal, on a trouvé ce qu'on a appelé le deuxième cerveau, un nombre de plus de 200 millions de neurones au niveau des intestins. Et en disant, mais là aussi, il y a comme un centre nerveux et un centre presque de décision, mais ce qui nous vient aussi quelque part de notre nature animale. Et on découvrira de plus en plus dans le futur que les animaux, c'est ce centre-là qui joue le rôle de cerveau. Mais au contact de l'humain, et justement de la stimulation mentale que l'humain peut lui apporter, eh bien, ça va opérer le transfert de l'énergie entre le plexus et l'énergie du cerveau et de la tête, et amener cette lumière qui va amener l'individualisation. Donc c'est une sacrée, j'allais dire, responsabilité. Ça nous amène sur vraiment cette notion de responsabilité entre, pas seulement de relation, mais de relation responsable entre l'humain et l'animal. Responsabilité, c'est intéressant, ça vient de réponse. La responsabilité, c'est la capacité d'apporter des réponses intelligentes à une situation. Et du coup, de trouver l'intelligence, le juste rapport, encore une fois, entre la conscience animale et la relation qu'on lui apporte. Est-ce que la relation qu'on apporte à la conscience animale est intelligente, est adaptée? Le problème, c'est qu'on est dans une responsabilité complètement inintelligente par rapport à l'animal. On n'apporte pas du tout, et je vais le développer, la bonne réponse et la bonne attitude. On reste justement, au lieu de développer une attitude vraiment mentale avec les animaux, on reste sur un rapport, une relation très physique et émotionnelle. Physique, comment elle se développe actuellement, la relation physique? C'est-à-dire, c'est une relation très matérielle, matérialiste. C'est-à-dire que les animaux, c'est des êtres sans âme, comme des machines, qu'on peut utiliser comme on veut pour nous nourrir. De toute façon, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'intelligence ou à peine instinctive. Donc, je ne vous fais pas de photos à travers ça, la maltraitance qu'il peut y avoir aussi. Donc, c'est loin d'être une vraie responsabilité, une vraie relation. Il y a qu'à regarder quelques vidéos comme ça, et qui circulent pas mal sur Internet, où c'est absolument abominable. Et on l'utilise même pour la médecine, pour des tests, pour des laboratoires, même la médecine par exemple chinoise, où on a besoin, et je regardais encore là récemment, pour l'anémie, pour traiter l'anémie en médecine chinoise, il y a toute une potion à base de peau d'âne. Et il faut faire bouillir des peaux d'âne, et il y a tous des trafics d'âne dans des conditions désastreuses pour satisfaire l'utilité médicale de monsieur humain. Et pareil, par exemple, pour la sexualité, les aphrodisiaques. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut des cornes de rhinocéros et d'éléphants. Puis ça donne tous les massacres qu'il y a par rapport à ça. Donc c'est une relation très physique, utilitaire, matérialiste du monde animal. Donc complètement irresponsable. Ce qu'on propose à la conscience animale est complètement inintelligent. Et amène sur la maltraitance animale. Mais il y a une autre maltraitance qui est beaucoup plus sournoise, qui est due justement à la relation émotionnelle qu'on a aussi, qu'on entretient avec l'animal. C'est-à-dire, par exemple, d'ailleurs, le terme avec les animaux de compagnie, rien que de compagnie, comme s'il était là un peu pour nous tenir compagnie. Souvent, on a des animaux, pourquoi? Par manque, pour combler notre manque affectif.
On n'a pas d'enfants ou plus d'enfants, eh ben on va prendre un petit chat. On n'a pas de copains ou plus de copains, eh ben on va prendre un chien. D'ailleurs, une dame, il y a longtemps, me disait, mais oh ben, qu'est-ce que tu veux que je m'embête avec un homme? Moi, j'ai déjà mon chien, et il est beaucoup plus fidèle. Et oui, c'est sûr qu'il est plus fidèle, beaucoup plus dévoué. Mais oui, mais on voit bien combien ça comble comme ça un manque affectif. C'est pas mal en soi, mais le problème, eh ben, c'est que du coup, on a une relation que d'émotionnel à émotionnel. Et puis souvent, on va les gâter, les chouchouter, voilà, leur donner plein de choses, même que ce soit à manger, que ce soit, on n'ose pas leur dire non, on va surtout pas leur dire non, ils sont tellement gentils, puis je les aime tellement, c'est vraiment mon petit chéri, donc on va pas leur mettre des règles, et souvent, qu'est-ce que ça donne? 35% des chats et des chiens en France sont en surpoids, en obésité. Tapez obésité animale, vous allez voir si ce n'est pas de la maltraitance. Dans le sens, on traite mal maltraitance. Ce n'est pas juste maltraitance telle qu'on l'a vu au départ. C'est de mal adapter, maltraiter. Ben oui, parce que c'est une relation émotionnelle à émotionnelle. Trop d'émotionnel tue la relation, la bonne relation. J'allais dire, au bénéfice des grandes entreprises industrielles, prenez soin d'offrir le meilleur à votre meilleur partenaire, à votre compagnon le plus fidèle, signé Whiskas. Et ouais, ils jouent là-dessus, sur la corde émotionnelle, pour s'enrichir. Il y en a qui sont assez intelligents, en tout cas, de cette façon. Mais pareil, au niveau affectif, oui, pour vous dire, le problème, c'est qu'en restant cette sphère émotionnelle, l'animal, on dit, mais oui, mais il est content, l'animal, tout ça. Oui, émotionnellement, il est content. Son corps émotionnel, oui, mais son âme, sa conscience qui réclame autre chose, qui réclame à évoluer, à être stimulée mentalement, mais elle est appauvrie quelque part. Elle est maltraitée. Elle demande bien plus que ça. Pour ça, bon, ça demande aussi un travail sur soi. Il faut dépasser notre propre émotionnel et pouvoir connaître un peu mieux l'animal. Pour savoir qu'est-ce qu'au fond, qui est-il, le connaître mieux au sein de l'ensemble et quel est son projet d'âme pour pouvoir y répondre intelligemment. Mais pareil, au niveau de l'affectif, c'est absolument énorme. Moi, j'aime trop les animaux. Remplacer le j'aime par je désire. Je désire, ça me fait du bien. Je désire, ça me fait du bien, j'en veux. J'aime les animaux, moi les Saint-Bernard, il m'en faut un. Saint-Bernard, oui, mais bon, tu as un petit studio, un petit T1, tu n'as pas de jardin, est-ce que tu es sûr qu'un Saint-Bernard, c'est bien responsable? Ah oui, non, mais je les adore trop, il m'en faut un. Oui, il y a des histoires comme ça, on en connaît plein. Mais de l'amour émotionnel comme ça, on en retrouve derrière les barreaux de la SPA. 100 000 animaux par an sont abandonnés en France. Surtout d'ailleurs au début de l'été, quand il faut choisir entre l'amour de ses vacances et l'amour de ses animaux. Mais voilà, toute cette irresponsabilité comme ça, où des animaux sont abandonnés, sont maltraités du coup par rapport à ça. Plus on aime affectivement les animaux, moins on les connaît. Et moins on les connaît, plus on les maltraite. Automatiquement. Et même, des fois, l'inversion des rôles. Combien de fois, dans la rue, on voit passer un chien qui promène son maître, et pas l'inverse? On se demande pourquoi ils ont une laisse. Mais c'est vrai. Et même c'est pareil à la maison, du coup. On leur permet tout, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont débordés des fois par leurs animaux. Ils viennent manger dans les assiettes, ils dorment dans le lit. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Parce que, mais nous, on veut pas veut pas leur dire non, on veut pas les... Puis c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. On va pas se contredire. Mais voilà, ils attendent autre chose. Ils attendent autre chose. Alors, il faut de l'affectif. C'est une base nécessaire. Mais il faut développer aussi, ils sont en demande de stimulation mentale, ils sont en demande de règles, d'activités planifiées, organisées, et c'est une vraie responsabilité par rapport à ça. Et vous verrez que les animaux nous le rendent au centuple. Parce que c'est vous dire aussi, quand on se laisse complètement déborder par les animaux, quand on a une relation trop émotionnelle, combien ça pose aussi des problèmes aussi de voisinage. On laisse aboyer, ça part à droite à gauche, ça fait des petits, c'est pas castré, ou ça fait des petites partout, ça mord, puis des fois on ne sait plus comment gérer, le nombre de personnes qui ne savent plus du tout gérer leurs animaux, et ça cause aussi d'autres problèmes. Par contre, quand il y a ces règles-là, l'animal nous le rend vraiment et permet des vraies relations et des belles relations.
Donc ça, c'est vraiment le problème de cette relation à la fois trop physique et trop émotionnelle qui empêche cette relation du coup mentale et évolutive. Un point, juste une parenthèse qui est intéressante, c'est un enseignement aussi, donc là c'est un enseignement sur la responsabilité, mais un parallèle. On pourrait dire que grâce à cette dévotion qu'ont les animaux et qui cherchent le contact avec l'homme, donc ils vont développer un peu plus cette intelligence avec toutes les résistances. Parce qu'il faut imaginer que eux, ils ont aussi leur instinct qui voudrait mordre, leur instinct qui voudrait aboyer, leur instinct qui voudrait repartir à droite, à gauche. Mais, ah oui, juste, mais je veux dire, comment dire, ils maîtrisent, ils dépassent leur instinct parce qu'ils sentent qu'il y a autre chose et ils ont vraiment envie d'écouter et de relationner avec l'homme. Et heureusement, ça se fait quand même. Je vous dis que ça ne se fait pas du tout, mais c'est faux. Ça se fait de plus en plus quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, il y a plein de gens, il y a plein de, par exemple, dans les centres équestres, dans les centres d'éducation canine, et même à risque d'en choquer certains d'entre vous, dans les cirques. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Attention, je ne dis pas les cirques où les animaux sont maltraités, mais il y a plein de cirques où ce n'est pas du tout le cas, par exemple Bartabas ou d'autres cirques, où il y a une relation absolument mentale et en même temps affective de cœur avec l'animal, de frère à frère, et des heures de travail, de relations, d'intimité, pour arriver à transcender leurs instincts de fauve, pour développer des animaux domestiques et de compagnie avec une intelligence remarquable et une conscience d'eux-mêmes remarquable pour pouvoir faire ce qu'ils font. Donc c'est un grand centre d'évolution et d'éducation, les cirques en tout cas où il n'y a pas de maltraitance animale, qui sont absolument extraordinaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement aux zoos où on laisse les animaux seuls dans une cage, sans contact avec l'humain, là ils seraient beaucoup mieux en effet dans leur milieu naturel. Mais quand on regarde l'évolution, tous les processus d'éducation mentale comme ça sont absolument importantes pour l'évolution de ce règne. Et je vous disais le symbole que ça peut représenter pour nous, parce que cette difficulté et ce travail qui se fait dans ce règne, mais quelque part, c'est intéressant de voir que nous, c'est aussi ce qui se passe avec le règne, on le verra en détail les fois prochaines, mais avec le règne supérieur, avec l'âme. C'est-à-dire que nous-mêmes, ça ne va pas être forcément nos instincts très physiques, animaux qu'on va devoir, j'allais dire, transcender. Ça, on l'a déjà tous plus ou moins fait, même s'il y a des choses quand même à gérer. Mais quand c'est au contact de l'âme, c'est notre intelligence, j'allais dire, très individuelle, très personnelle, qui va nous amener à créer plein de choses, j'allais dire, inintelligentes, parce que dictées par nos désirs personnels. Et puis, on va essayer de transcender ça pour aller rejoindre le monde de l'âme. Et l'animal nous dit, mais oui, utilisez la dévotion, utilisez l'aspiration pour rejoindre les valeurs de l'âme, les valeurs d'ensemble, les valeurs de groupe, de fraternité, d'unité, d'inclusivité. Et toute la difficulté que ça demande à nous-mêmes pour sortir de notre instinct très individualisé et pour rejoindre quelque chose de beaucoup plus impersonnel et décentré. Mais c'est la même difficulté qu'on a nous. Nous, on s'occupe de nous, mais vraiment de l'ensemble, de rejoindre cela, c'est aussi difficile pour nous que les animaux. C'est difficile de passer à leur instinct, à une intelligence, une conscience d'eux-mêmes. On va se dire, oui, mais moi, depuis que je médite, les animaux, eux, au moins, ils ont les caresses de leur maître, ils ont des récompenses, mais moi, ça fait 20 ans que je médite, ben, je n'ai pas de caresses ni de récompenses de l'âme. Bon, souvent, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit, mais bon, on y reviendra. Pour terminer, j'aimerais juste vous dépeindre ce que pourrait être l'avenir à la fois du règne animal et de la relation entre l'animal et l'homme dans le futur. Dans le futur où plus l'homme utilisera son pouvoir mental basé sur le cœur, bien sûr, pas un pouvoir mental égoïste, dans sa relation avec l'animal. Déjà, la première chose, c'est que le motif de l'éducation, le motif de la relation mentale, il va changer. Parce qu'actuellement, le motif, il est encore bien égoïste et assez émotionnel, dans le sens où l'homme actuellement entraîne l'animal, éduque l'animal dans les centres d'éducation et tout ça, mais pour avoir un retour sur investissement, pour avoir un retour, une réponse à l'affection
qu'ils ont pour l'animal. Ils l'éduquent à nous aimer. On éduque les animaux à nous aimer souvent. Ça reste encore très personnel. Plus on avancera dans la progression mentale, plus on fera ça, non pas pour nous, pour recevoir plus d'affection animale, on le fera pour l'animal lui-même, en ayant conscience qu'on répond à un grand plan d'intelligence collective et d'avancement de la conscience. Le motif est complètement différent. Ça, on le verra de plus en plus. Pour l'instant, ça, on le voit très très peu. Pour l'instant, c'est vraiment, on éduque d'une manière encore très individuelle, ce qui est déjà un pas très intéressant, mais ça ira beaucoup plus loin dans le futur. Une deuxième chose, c'est la diminution de la cruauté. C'est-à-dire que ce qu'on appelle actuellement la chasse, mais qui est une cruauté absolument inimaginable, la pêche intensive, ce qu'on disait dans les abattages, dans les centres comme ça, donc toute la cruauté comme ça de l'humain envers l'animal disparaîtra complètement. Même l'homme évoluant ne pourra plus manger quelque part des animaux qui ont conscience d'eux-mêmes. Des animaux qui n'ont pas du tout conscience d'eux-mêmes, bon, un peu comme des plantes quelque part, qui se rapprochent presque du règne végétal. Bon, ben, y a pas, mais plus ils auront conscience d'eux-mêmes, les animaux, plus ça nous fera quelque chose et on ne pourra plus manger des animaux qui ont. D'ailleurs, on se voit mal manger un chien, un chat, un cheval, tous les animaux qui commencent à développer la conscience d'eux-mêmes. Comme je vous disais, le cochon, là, quand même, là, il a la conscience d'eux-mêmes, mais ça ne se sait pas trop, ça. Mais oui, parce que, tu imagines, le lobby alimentaire, si les gens savaient vraiment que le cochon avait conscience de lui-même. Mais plus tard, du coup, il y aura plus ce genre-là, et voilà, il y aura peut-être une nourriture beaucoup plus végétarienne. Ça ira progressivement par rapport à ça. Le blob. Le blob, on mangera peut-être du blob. Donc la cruauté qui diminuera. Il y a aussi la peur. La peur diminuera énormément. Aussi bien des animaux envers les humains et les humains envers des animaux. Il n'y aura plus de régions, de zones sur le globe terrestre où les hommes auront peur des animaux. Il y en a encore, on ne s'imagine pas nous, parce qu'on est dans des zones comme ça civilisées, mais il y a des zones près des forêts tropicales amazoniennes où il y a des gens qui ont encore peur de certains animaux sauvages, et à juste titre. Mais plus ils utiliseront leur pouvoir mental, plus il y aura une autre relation qui se mettra en place. Et inversement, il y aura aussi des animaux qui n'auront plus peur de nous, puisqu'il y aura une vraie relation de cœur à cœur, et il y aura cette attraction qui se fera de plus en plus, parce qu'on répondra intelligemment à leurs demandes d'évolution. Et là, on dit la prophétie, il y a une prophétie qui disait que le lion et l'agneau dormiront ensemble. Ça peut paraître bisounours ou utopiste, mais pas du tout. Regardez, des fois, on en voit déjà les prémices. On voit des fois des renards qui dorment avec des lapins. On voit des chats en train de sauver des poissons. On voit des chats et des chiens s'amuser ensemble. Des chats et des pigeons. Des oiseaux quand même. Les chats, la première proie, normalement, c'est l'oiseau. On voit comme ça plein d'animaux qui nouent des relations comme ça aussi entre eux. Donc la férocité du monde animal, elle diminuera absolument aussi énormément entre eux. Il y aura même de nouvelles espèces. Comme je vous disais que la vie, elle désintègre des formes qui sont plus adaptées et elle recrée des formes plus intelligentes. Il y aura des espèces, peut-être les animaux un jour seront peut-être tous végétariens aussi, qui sait. Il y a plein de grands animaux, la baleine, l'éléphant, le cerf, la girafe, tout ça c'est tout des végétariens, mais il y en aura peut-être de plus en plus. Donc peut-être moins de férocité aussi entre les animaux. Mais même la férocité, elle est intéressante parce qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas bien, c'est l'influence énergétique. Alors il y a l'influence mentale dont on a parlé, du règne humain sur l'animal, mais il y a l'influence aussi émotionnelle et sensible. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer on l'a vu dans les autres conférences, que notre corps émotionnel n'est pas juste mes émotions à moi, puis ça s'arrête là. Il s'interpénètre partout les uns avec les autres, entre nous, entre tous les humains, mais avec tous les habitants, et notamment énormément avec les animaux c'est leur corps qui fonctionne le plus, le chakra qui fonctionne le plus. Du coup, tout ce qui se trouve dans notre corps émotionnel, donc tous nos élans de violence, de colère, de haine, et Dieu sait s'il y en a sur la planète, dans l'humanité, se déverse dans le corps sensible des animaux. D'où la cruauté qu'il y a entre certains animaux. Alors peut-être pas la cruauté, mais ça se décline en férocité, parce qu'ils n'ont pas le côté mental. Cruel, c'est plutôt mental déjà. Mais toute la férocité. Donc plus l'humain sera développé et développera le cœur et le mental illuminé, plus il laissera affluer l'énergie d'amour et de cœur à travers son corps sensible,
plus ça va impacter, influencer l'ensemble de l'humanité, mais aussi l'ensemble des animaux domestiques, qui eux-mêmes vont influencer l'ensemble des animaux sauvages et l'ensemble du règne. Et ça va découler justement d'où cette prophétie qui pourra se réaliser. C'est intéressant de comprendre, ce n'est pas juste que ce soit un désir simplement que tout soit bien comme ça, c'est de comprendre comment ça va fonctionner. Et puis deux derniers peut-être, ou un dernier, on va dire, effet de cette nouvelle relation, c'est le fait qu'on va de plus en plus aussi apprendre. Bien sûr qu'on va apprendre à l'animal, mais dans cette relation, on va aussi apprendre de l'animal. Il y a beaucoup de choses dont on va se rendre compte que dans leur fonctionnement instinctif, je vous disais que c'est les 4 chakras du bas qui fonctionnent, donc il y a aussi un petit peu celui du cœur, parce qu'inconsciemment, ils sont reliés instinctivement aux lois de la nature. Et par exemple, pour donner un petit exemple, mais l'instinct grégaire qu'ils ont, l'instinct de groupe, il y a des choses très intéressantes à comprendre, nous, en tant qu'humains. Par exemple, on dit que les fourmis et les abeilles sont des cadeaux de la planète Vénus à la planète Terre. La planète Vénus étant l'âme de la planète Terre. Bon, c'est une hypothèse, hein, prenez-la comme raison, mais peu importe. Rendez-vous compte que c'est intéressant parce que les abeilles et les fourmis, elles fonctionnent dans une conscience de groupe absolument géniale, où chaque individu a une place et travaille et donne sa vie, se voue à l'ensemble du groupe, et c'est des sociétés qui fonctionnent parfaitement, les unes par rapport aux autres. Et de ça, on pourra apprendre nous-mêmes un fonctionnement par rapport au monde et par rapport à l'humanité et au reste de la planète. Donc on a beaucoup à apprendre aussi du règne animal. Bien sûr, eux, c'est fait inconsciemment et d'une manière très locale. Nous, ça doit se faire consciemment et d'une manière complètement globale. Mais dans la relation, on va apprendre de cela. Même il y aura d'autres choses, hein, ne serait-ce que la sexualité qui est beaucoup plus rythmée, qui a un sens, qui n'est pas complètement débridée avec toutes les dégénérescences que ça crée actuellement et tous les problèmes que ça crée de mauvaise sexualité. On pourra apprendre du règne animal ce que c'est une juste sexualité, une vraie aussi sexualité. Mais bon, il y a plein de choses comme ça qui pourront se développer. En tout cas, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on a une responsabilité par rapport à ce règne, et surtout qu'on dit que le titre des conférences, c'est écrit de l'autre côté, mais la terre vue du cœur. Le cœur, c'est l'amour. Mais on va dire que le cœur, l'amour, c'est la faculté de comprendre. Comprendre dans ces deux sens. Comprendre dans le sens inclure, donc élargir la conscience, mais comprendre aussi dans le sens connaître. Donc développer le cœur, c'est à la fois inclure et connaître. Plus on inclut, plus on élargit notre conscience, ben plus on connaît. Et plus on connaît, ben mieux on peut aimer. Donc par rapport au règne animal, c'est intéressant de l'inclure dans notre conscience, de l'inclure au sein de la famille planétaire pour comprendre, pour connaître qui il est et justement pouvoir mieux l'aimer. Donc c'est un peu en espérant que ce soit un petit peu le message qui a pu passer ce soir à travers cette conférence. En tout cas, c'est ça qu'on voulait un petit peu amener. Donc, si vous voulez, pour pas que ça reste juste théorique et simplement là, c'est intéressant de prendre 7-8 minutes de méditation pour expérimenter un petit peu ça de l'intérieur.